Ok, bonjour tout le monde. Alors, ce que je pensais faire pour terminer aujourd'hui, c'est inverser un petit peu les deux derniers cours. Commencer avec les virus des plantes et puis quand j'aurai fini, on fait une pause et on reprend pour terminer avec les épidémies, pathologies et épidémies virales. Donc, je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que sinon j'ai tendance à m'étaler un peu trop longtemps sur les pathologies épidémies virales et du coup il risque de rester laisser trop peu de temps pour les virus des plantes. Donc il vaut mieux les faire en premier, je pense. L'autre chose, c'est que bon, je sais que l'organisation des TD cette année, c'était un peu le gros bazar avec la réorganisation des groupes parce que, enfin, il y avait des gens qui n'étaient pas dans un groupe. Donc désolé pour ça. Si vous avez encore des questions sur ce point-là, n'hésitez pas à venir en discuter, soit entre les deux cours, soit à la fin. Mais bon, bah, merci à tout le monde pour votre réactivité, le fait de choisir des trucs sur le fichier UN Cloud. Je pense que ça va marcher, mais bon. Donc voilà. Donc s'il y a des trucs à régler, on essaye de terminer avec ça aujourd'hui. Alors, les virus des plantes, comment on va faire? Donc, on va commencer par considérer qu'est-ce qu'on trouve comme type de virus chez les plantes. Et on va voir que ce n'est pas la même chose que chez les virus chez les animaux ou même chez les bactéries. Et la raison pour laquelle il est utile et intéressant de considérer les virus des plantes à part, c'est parce que les virus des plantes sont confrontés à quelques problématiques que n'ont pas les virus des animaux, notamment concernant les étapes initiales de l'infection, l'entrée dans la cellule de la plante et aussi la dissémination locale entre des cellules de la plante. Donc il y a des problèmes spécifiques qui sont liés à la construction des tissus chez les plantes. Et du coup, les virus des plantes ont des mécanismes spécifiques pour contourner ces obstacles. Dissémination dans le système vasculaire, c'est également une étape très importante, mais je ne vais pas présenter ça. Juste, la seule chose qu'il y a à dire là-dessus, c'est que c'est en général des particules virales entières qui sont disséminées par le système vasculaire des plantes. Et normalement, ce sont les protéines de capsides qui sont essentielles pour une dissémination systémique chez les plantes. Alors, en termes de stratégie de réplication, on va regarder juste à titre d'exemple trois types de virus des plantes. Un tobamovirus, un potivirus et les geminivirus, deux virus ARN brun plus et les virus ADN chez les plantes. Et on terminera par une considération de quelques types de génomes que l'on retrouve spécifiquement chez les virus des plantes et que l'on ne trouve pas chez les virus infectants des animaux. Alors, le premier point, c'est quels sont les types de virus que l'on trouve chez les plantes. Donc, si vous vous souvenez, cette diapositive est censée un peu résumer la représentation de des virus de différentes classes de Baltimore infectant la totalité des organismes. Donc ça, c'est la totalité des virus. Et la police de notre chiffre ou lettre latin ici représente le nombre de familles distinctes de virus dans chaque classe. Et donc, on voit que les deux classes de bâtiments les plus diverses sont les classes 4, virus d'ARN brun plus, et le classe 1, virus en ADN double brun. Or, si on fait la même chose pour les virus des plantes, on a un schéma qui est
radicalement différent parce qu'il n'existe pas de virus à ADN double brin qui infecte les plantes. Donc c'est le grand absent. Et la catégorie ou la classe de Baltimore qui est de loin le plus diverse chez les plantes, ce sont les virus à ARN brun plus, avec quelques rares familles pour les autres classes. Et on pense que la raison pour laquelle on ne trouve pas de virus à ADN double brin chez les plantes, c'est lié au problème de la transmission locale, la dissémination de l'infection localement de cellule à cellule chez les plantes, qui se passe via les plasmodesmes. Or, on pense que la taille de ces pores est trop petite pour faire passer des grandes molécules d'ADN double brin. Donc on pense que l'idée actuelle, c'est que c'est ça le raison pour lequel on ne trouve pas de virus ADN double brin chez les plantes. Alors, pas de virus ADN double brin, mais on trouve certaines formes de génome chez les virus des plantes qu'on ne trouve pas chez les virus des animaux. Donc, on a très fréquemment des virus ou les virus satellites chez les virus des plantes, et on a aussi des viroïdes. Donc, les satellites et les viroïdes, on peut les qualifier comme étant des génomes qui n'ont pas de capsid. Et les satellites ont toujours besoin d'une co-infection par un virus auxiliaire pour assurer leur application, tandis que les viroïdes sont des molécules en ARN circulaires qui sont capables de se répliquer de façon autonome dans les cellules infectées, mais qui ne sont pas associées aux protéines virales. Donc c'est une sorte de classe d'éléments génétiques parasitaires. C'est pas la même chose qu'un virus parce qu'il n'y a pas de capsid du tout. Donc on trouve ces types de structures chez les plantes et pas chez les animaux. Ok, donc quels sont les problèmes spécifiques confrontés par les virus des plantes? Ça se trouve que la cuticule et la paroi en cellulose chez les plantes supérieures est une barrière efficace qui empêche l'entrée directe des virus des plantes dans le cytoplasme des cellules à infecter. Et de ce fait, aucun virus des plantes n'utilise un récepteur spécifique à la surface de la cellule hôte pour effectuer son attachement et son entrée. Donc ça, c'est une distinction très très importante entre les virus des plantes et les virus des animaux. Pour les virus chez les animaux, l'infection est toujours démarrée par une interaction spécifique entre une protéine d'attachement ou une glycoprotéine d'attachement viral et un récepteur sur la cellule hôte. Chez les virus des plantes, ce n'est pas comme ça du tout. Donc l'entrée de la particule virale dans la cellule hôte est, dans la grande majorité des cas pour les virus des plantes, médiée par l'intervention d'un vecteur qui est soit un insecte qui va soit injecter, soit simplement en mâchant le tissu des plantes chez les insectes ravageurs, introduire des particules virales directement dans le cytosol des cellules de la plante. Pour d'autres virus des plantes, il s'agit des vecteurs qui sont des moisissures, et pareil, des ifs du mycélium de la moisissure peuvent, dans ce cas-là, infiltrer les cellules de la plante, et en se projetant dans la cellule de la plante, la moisissure peut introduire également des particules virales. Donc, la grande majorité des virus des plantes dépendent d'un vecteur pour transmettre l'infection. Ce n'est pas tout à fait le cas chez tous les virus des plantes. Il y a des virus des plantes qui se transmettent sans vecteur, soit par transmission verticale, donc associée aux graines,
Des fois, on a des virus qui sont associés au pollen. Et on a également les virus qui sont transmis par des pratiques agricoles, c'est-à-dire des boutures, des choses comme ça, où on va faire une sorte de greffe d'une partie de la plante sur une autre plante. Bah, évidemment, c'est comme une transfusion sanguine ou une greffe d'organes. On peut transmettre les virus en même temps qu'on rejoint les tissus de deux individus différents. Et aussi, simplement des opérations comme tailler des plantes régulièrement. Donc, on va avoir les sécateurs. Si on taille des plantes et on a toute une plantation à traiter, on prend des sécateurs. Donc, on va tailler telle ou telle plante. Si j'ai une plante infectée dans le lot, les sécateurs infectés vont transmettre le virus à d'autres plantes. Et juste l'action de couper les tissus ou ça suffit pour transmettre l'infection. Donc, typiquement, les virus du genre Tobamovirus, pour le virus de mosaïque du tabac, sont transmis soit par les pratiques agricoles, soit par une transmission verticale. Donc, pas de vecteur, ni insectes, ni moisissures. Alors, pour revenir aux vecteurs, et aussi c'est le moment pour parler de la nomenclature des virus des plantes. Alors ici, j'ai mis quelques virus des plantes, leur vecteur et la plante hôte. Et c'est censé illustrer plusieurs choses. Donc, pour les noms des virus des plantes, la convention, c'est que la première lettre va indiquer la plante hôte. Ce qui est au milieu indique quelque chose sur les symptômes provoqués par l'infection et V pour virus à la fin. Donc, on a par exemple le MSV qui est Maize Streak Virus. Donc, c'est le virus qui provoque des stries sur les plants de maïs. Donc, le TSWV, c'est Tomato Spotted Wilt Virus. Okay? Donc, le virus qui provoque un flétrissement taché de la tomate. BAYMV, donc c'est un virus qui va infecter le Barley Yellow Mosaic Virus, donc un virus qui infecte de l'orge avec des symptômes caractéristiques. Donc les noms des virus, c'est comme ça. OK. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que ici, sur les vecteurs, on peut avoir un vecteur qui transmet plusieurs espèces de virus. Et si le vecteur est capable de attaquer différentes cultures de plantes, on peut avoir le même vecteur qui transmet deux virus différents qui vont attaquer à deux plantes hôtes différentes. Et dans ce cas-là, la spécificité donc il y a une forte spécificité entre le virus et la plante hôte. Dans d'autres cas, on a des virus comme le TSWV qui sont capables d'infecter des centaines d'espèces de plantes différentes, mais qui sera toujours transmis par un seul vecteur. Donc dans ce cas-là, la spécificité du virus, c'est vraiment lié au vecteur. Et toutes les plantes qui peuvent être attaquées par ce vecteur vont être susceptibles au virus. D'accord ? Donc, selon les virus des plantes, la spécificité de la plante qui est touchée va dépendre soit du vecteur, soit directement du virus lui-même. Et un autre exemple de cette spécificité du virus et du vecteur, c'est le fait que le MSV est un problème pour les cultures de maïs en Afrique,
mais ce n'est pas un problème pour les cultures de maïs en France ou ailleurs dans le monde. Parce que même si le virus serait capable de s'attaquer au maïs ici, en fait, le vecteur ne vit qu'en Afrique. Donc, du coup, la zone ou les régions géographiques qui sont touchées par le MSV sont limitées par la distribution du vecteur. Et ça, c'est aussi vrai pour ces autres géminivirus qui sont transmises par la mouche blanche du tabac. Parce que ou également le TSWV. Donc, les problèmes liés à l'apparition de ces nouveaux virus en Europe, en Asie, dans différentes régions du monde, sont liés à l'apparition du vecteur et au transport de vecteurs avec le commerce mondial. Donc, si on a un cargaison avec des produits agricoles, souvent, on va transmettre avec des petits nombres d'insectes qui sont associés aux produits. Et ils arrivent dans une nouvelle zone. Et du coup, ils portent avec eux des nouveaux virus. Et voilà, le vecteur et le virus en même temps. Et c'est ça qui permet au virus des plantes de se répandre au niveau mondial. Alors, que dire d'autre pour ça? Oui, une autre chose qui est quand même intéressante, c'est que on a l'impression ici que des fois, les infections qui sont associées à une phytopathologie sévère, c'est un peu lié au contact d'une plante hôte avec un nouveau virus. Alors, ça, c'est un peu illustré, par exemple, par le MSV, qui est un problème uniquement en Afrique. Alors, le maïs, c'est pas une espèce native au continent africain. Le maïs, c'est un plant d'Amérique centrale. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à cultiver le maïs en Afrique. Donc, du coup, les plants de maïs se sont mis dans une situation où ils sont en contact avec tout un tas de virus africains contre lesquels ils n'avaient aucun contact auparavant et contre lesquels ils n'ont aucune résistance. Donc, et c'est aussi le cas pour le cassava, le manioc, qui, il me semble, n'est pas un plant indigène africain. Donc, on a c'est à nouveau une plante qui a une origine américaine. Et donc, on va transporter cette plante d'un continent à l'autre. On va le cultiver sur le continent africain. Et du coup, la plante est confrontée à tout un tas de virus contre lesquels elle n'a aucune résistance. Donc, il y a un peu cette notion de rencontre nouvelle entre une espèce hôte et un virus qui résulte en des infections qui sont hautement pathogènes, cette fois-ci pour les plantes. Ok, donc j'ai... ouais, peut-être la dernière chose à dire pour cette diapositive, c'est que généralement, pour lutter contre les infections chez les plantes, on n'a pas de vaccin contre le virus des plantes. Il n'y a pas de système immunitaire adaptatif. Donc, la plupart des approches de lutte contre les infections ou chez les phytopathologies provoquées par les virus des plantes sont basées sur le contrôle des vecteurs. Donc, utilisation des insecticides ou contrôler la présence d'insectes ravageurs dans les cultures sous serre. Ce sont des stratégies de lutte contre les vecteurs pour éviter les infections chez les plantes.
OK, donc les vecteurs sont importants pour introduire les virus chez les plantes. Le deuxième aspect qui est spécifique chez les virus des plantes, c'est la dissémination locale entre une cellule infectée et sa voisine via les plasmodesmes, qui sont des petits trous entre les parois des cellules des plantes qui vont mettre les cytoplasmes, vont connecter directement les cytoplasmes entre deux cellules voisines. Et donc tous les virus des plantes exploitent ces connexions pour la dissémination locale en exprimant une protéine de mouvement. Et la protéine de mouvement, c'est ce qui va permettre aux virus des plantes de transporter soit leur ARN ou leur ADN génomique d'une plante, d'une cellule à une autre. Donc l'exemple classique, c'est la protéine P30 du virus de mosaïque de tabac, qui va se fixer sur l'ARN du virus, et le complexe ARN plus protéine de mouvement est suffisamment petit pour passer à travers les plasmodesmes. Donc ça, c'est très fréquent chez les virus à ARN brun+, parce que, puisqu'il s'agit d'un virus à ARN brun+, la seule chose qu'il faut introduire dans le cytoplasme pour démarrer l'infection, c'est l'ARN. Parce que l'ARN lui-même est infectieux. Alors, chez d'autres virus des plantes, on a des protéines de mouvement qui vont interagir avec le plasmodesme et changer sa structure radicalement pour élargir le pore qui connecte les deux cellules de façon à permettre des particules entières à passer d'une cellule à l'autre. Et donc ça, c'est le cas pour les virus à ARN brun-. C'est des nucléocapsides entières qui passent à travers les plasmodesmes. Et c'est aussi le cas pour certains virus à ARN brun+. Donc les capsides sont formés dans une cellule et puis transportés dans la cellule voisine via ces plasmodesmes modifiés. Donc protéines de mouvement absolument essentielles pour tous les virus des plantes. Ok, on va voir ce que l'on a comme question pour ça. Virus des plantes. Okay. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste tirer le rideau parce que j'ai le soleil dans les yeux. Merci. Allez, maintenant que je vois la question, je vois que j'ai oublié de dire quelque chose.
Ok, on va voir, mais on est presque dans le cas où il n'y avait aucune réponse vraie, mais c'est pas tout à fait exact. Donc, c'est faux. Il n'y a pas de virus à ADN double brin. Mais il y a des virus à ADN simple brin qui affectent les plantes. Aucun virus enveloppé. J'ai pas dit directement, mais si on regarde la diapositive ici, hop, ça c'est censé représenter une enveloppe ici, là. D'accord? Donc on a quelques virus des plantes qui sont enveloppées. Les Bunyaviridae et les Rhabdoviridae sont des virus enveloppés. Donc ça c'est faux. C'est tous les virus des plantes ont besoin d'un vecteur. C'est pas vrai. Les tobamovirus n'ont pas de vecteur, sont transmis par les pratiques agricoles ou par transmission verticale. Donc A, B et C sont fausses. Donc par élimination, c'est D qui est la réponse correcte. Et effectivement, j'ai oublié de dire ça. Donc lors de la transmission par des vecteurs, il y a les deux cas existent, c'est-à-dire il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de portage passif. Le vecteur, l'insecte ravageur ou qui va sucer la sève, va se nourrir sur une plante infectée, va aspirer peut-être une grande dose de matériel infectieux. Du coup, ensuite, il va aller se poser sur notre plante non infectée, il va juste transmettre un peu l'inoculum qui vient de aspirer chez la plante infectée. Mais il n'y a pas de réplication chez le vecteur. Ça, c'est un cas très fréquent. Mais il existe aussi le cas où le virus se réplique chez le vecteur. Chez le cas pour le TSWV transmis par le Frankliniella occidentalis. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on a un virus qui est capable à la fois de se répliquer dans une cellule d'insecte et dans une cellule de plante. Donc deux types d'organismes hôtes très très différents. Et ça, c'est quand même un peu surprenant parce que normalement, les virus sont très adaptés à l'hôte. Et donc, pour être capable de se répliquer dans deux organismes aussi différents, c'est une sorte de merveille virologique. Et c'est peut-être pour ça que ce virus est capable de se répliquer chez autant de plantes différentes. OK. Donc ça, c'est des généralités chez les virus des plantes. Donc on va regarder trois types, trois genres de virus des plantes au niveau moléculaire et regarder un petit peu les types de pathologies qui sont associées. Alors, le grand exemple classique du virus des plantes, c'est le virus de mosaïque du tabac. C'était le premier virus des plantes à être étudié. Et sa structure, la particule et le génome, est très très simple. Donc, on a une capside hélicoïdale non enveloppée avec la particule virale composée de l'ARN génomique entouré de un peu plus de 2000 copies de la protéine des capsides qui forment une spirale autour de l'ARN génomique. Très très simple. Alors, dans le génome, c'est un ARN brun plus 6,5 kilobases de longueur qui code pour, d'une part, la protéine des capsides, une protéine de mouvement et deux cadres ouverts de lecture en 5' qui codent pour l'ARN polymérase, dépendant de l'ARN. Donc ça, c'est vraiment le minimum pour n'importe quel virus des plantes. Protéine de capside, protéine de mouvement et une protéine qui assure la réplication du virus. Pour les virus des plantes avec un génome en ARN, ça sera forcément une ARN polymérase dépendante de l'ARN. Donc voilà, on a le minimum nécessaire chez les tobamovirus.
Alors, en termes de stratégie de réplication, ce qui rentre dans la cellule infectée, c'est la capside entière. Et c'est le ribosome de l'hôte qui va se fixer sur l'extrémité 5' du génome. Même si c'est encapsidé, le ribosome peut encore se fixer sur cet ARN viral. Et en progressant, en traduisant l'ARN codant pour en traduisant l'ARN viral, le ribosome de l'hôte va faire dégager une partie des protéines de capside qui sont autour de l'ARN génomique. Alors, quand le ribosome arrive au codon stop, il va se détacher et laisser un génome partiellement décapsidé. La protéine ou les protéines qui sont codées sur la région 5' du génome, c'est la polymérase ARN du virus. Donc, cette polymérase ARN va ensuite s'attacher à l'extrémité 3' du génome et, d'une part, terminer la décapsidation et, d'autre part, transcrire les copies en ARN brun- du génome viral. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a une décapsidation complète et la réplication du virus qui se déclenche. Alors, dans un deuxième temps, on aura la traduction ou la production d'ARN messager plus court qui permettent qui démarre ici, qui permettent d'exprimer les protéines de mouvement et la protéine de capside. Et l'accumulation de protéines de capside va permettre la formation de particules virales complètes. OK. Donc ça, c'est grand modèle classique pour les virus des plantes. Alors, le virus de mosaïque du tabac, bon, c'est éventuellement un problème pour les cultures du tabac. Mais puisqu'on connaît très très bien la biologie moléculaire de ce virus, on a essayé de le modifier pour l'adapter pour devenir un vecteur d'expression de protéines chez les plantes. Et ce que l'on peut faire, par exemple, c'est dans le génome, on peut introduire un transgène. Ici, c'est la protéine fluorescente verte, la GFP. Donc là, on conserve la protéine de capside, protéine de mouvement et l'ARN polymérase. Ou alors, ce que l'on peut faire, c'est remplacer la protéine de capside avec la GFP. Donc, dans ce premier cas, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est introduire ces ARN dans les feuilles de la plante. Donc, dans un premier cas, notre ARN JL24 va être introduite ici. Et puisqu'on a un génome complet du virus du mosaïque de tabac, on peut avoir une dissémination locale sur la feuille qui était injectée. Et on a aussi une dissémination systémique chez la plante. Parce qu'on a la protéine de capside, donc on peut avoir une dissémination via la vasculature de la plante qui va pouvoir infecter toutes les feuilles. Alors, dans ce deuxième exemple, le turbo-G, on n'a pas de protéine de capside, mais on a quand même la protéine de mouvement. Donc du coup, si on injecte ici, on peut avoir une dissémination locale via la plasmodesme qui va finalement toucher toutes les cellules de la feuille injectée. Mais on n'a pas de protéine de capside, donc on n'aura pas de dissémination systémique chez la plante. Et du coup, même 9 jours plus tard, on n'a pas l'expression du transgène ailleurs sur la plante. Donc ça, c'est quand même intéressant pour la biotechnologie parce que ces vecteurs sont quand même des organismes génétiquement modifiés. Et ce premier vecteur, le PJL24, est capable de se répliquer. Donc, à la limite, il pourrait être transmis d'une plante à l'autre et il pourrait éventuellement s'échapper. Tandis que le turbo, vu qu'il n'a pas de protéine de capside,
ce vecteur n'est pas capable de se répliquer de façon d'être transmis d'une plante à l'autre. Donc en termes de biosécurité, ça c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et l'idée ici, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut injecter, c'est pas vraiment l'ARN qui est injecté, mais c'est la bactérie Agrobacterium tumefaciens qui code pour un plasmide qui peut être transmis dans les cellules de la plante, qui va permettre d'exprimer ces ARN messagers. Donc on peut transmettre on peut injecter chaque feuille de la plante. Du coup, la plante va produire notre protéine recombinante d'intérêt et une semaine, 2 semaines plus tard, on repasse, on coupe les feuilles qui ont été injectées et puis on va faire un système d'extraction et de purification de notre protéine recombinante d'intérêt. Donc ça, c'est un nouveau système biotechnologique pour produire des protéines recombinantes en dehors des bioréacteurs et des choses comme ça. OK, donc exploitation biotechnologie. Mais les tobamovirus sont quand même responsables des phytopathologies importantes en Europe, en dehors des cultures de tabac. Donc un exemple, c'est le Tomato Brown Rugose Fruit Virus, donc un virus qui infecte des cultures de tomates, qui donne des symptômes comme ceci, donc on ne peut pas vendre ces produits-là. Clairement, donc c'est un nouveau virus identifié pour la première fois en 2014 et petit à petit le virus fait son apparition en Europe. Donc il y a 2 ans, il y a 3 ans même maintenant, on a trouvé en Bretagne et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et la question, c'est une fois qu'on détecte ce virus-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un virus qui a une transmission verticale par les graines et aussi par les pratiques agricoles. Donc il n'y a pas de vecteur, on ne peut pas essayer de contrôler le vecteur. La seule chose que l'on peut faire, c'est si on détecte ce virus donc, sur son exploitation, les plantes, les fruits et les substrats de l'unité de production sont détruits et l'unité de production doit être désinfectée. Donc c'est la seule façon de lutter contre ces infections. On impose des mesures de contrôle phytosanitaire assez strictes. Donc on détruit tout et on nettoie le site. Et on essaye de prévenir la transmission de virus de cette façon-là. Et je pense que ça a marché parce qu'il n'y a pas eu de cas l'année dernière. Donc il faut être vigilant pour ces virus et répondre rapidement. Alors, notre deuxième exemple d'un virus à ARN brun plus qui infecte des cultures des plantes, ce sont des potivirus. À nouveau, des virus avec une capside hélicoïdale non enveloppée, donc des particules virales en forme de bâtonnet très fin. L'exemple présenté ici, c'est le Barley Yellow Mosaic Virus. Et il est intéressant parce que cette fois-ci, le vecteur, c'est une moisissure, Polymyxa graminis, qui est un vecteur pour de multiples infections chez les plantes. Et le virus est associé aux spores de la moisissure. Et puisque les spores peuvent rester en dormance dans le sol pendant des années, les champs qui sont touchés restent contaminés pendant minimum 5 à 10 ans. Ça, c'est aussi un peu exceptionnel parce que normalement, pour les virus, on a besoin d'une chaîne de transmission pour maintenir l'infection. Et les virus ne restent pas infectieux en dehors d'une cellule de l'autre. Donc, le Barley Yellow Mosaic Virus, c'est une exception parce qu'il est associé aux spores du vecteur. Donc ça, c'est un peu exceptionnel. Donc le problème pour les cultivateurs, c'est que des champs qui sont infectés, donc ici, c'est un champ qui est touché, et ces taches jaunes, ce n'est pas les rayons de soleil qui passent à travers un nuage, ce sont des régions dans le champ où le sol est touché. Et donc, toutes les
feuilles de l'orge qui poussent ici sont jaunies, comme ça. Donc, on n'a pas une bonne pousse des plantes dans le champ. Et finalement, la récolte peut être vraiment diminuée. Donc, on peut avoir une perte de jusqu'à 50% de la récolte dans un champ qui est touché par ce virus. Donc, c'est un problème quand même non négligeable pour les céréaliers dans l'hémisphère nord. Alors, en termes de... si j'ai bien compris, les méthodes de contrôle, donc donc il y a des chercheurs en agronomie qui essaient de développer des souches d'orge qui sont résistantes à ce virus. Sinon, si on est plutôt dans un registre agriculture bio, ce qu'il faut faire, c'est changer la culture et ne plus cultiver de l'orge dans ce champ-là. Mais en fait, il ne faut pas cultiver de l'orge pendant une dizaine d'années. Parce qu'une rotation normale de 2 ou 3 ans, ça ne suffira pas. Alors, en termes moléculaires, les petits virus sont organisés comment? Si on regarde leur génome, c'est une molécule d'ARN brun plus, cette fois-ci codant pour une seule polyprotéine virale, une seule cadre ouvert de lecture dans le génome. Un truc intéressant, c'est que l'extrémité 5' est associée à la protéine G, VPG. Et lorsqu'on regarde dans notre polyprotéine, on a une ARN polymérase virale en 3', la VPG ici, et plusieurs protéases virales qui sont responsables pour découper la polyprotéine en protéines fonctionnelles. Et la protéine de capside est en 3' du génome. Alors, la protéine CI ici a la fonction de protéine de mouvement. Donc, on a les 3 protéines nécessaires, protéine de capside, ARN polymérase et protéine de mouvement ici. Alors, la présence de cette VPG, ça rappelle un petit peu les picornavirus. Ce sont des picornaviridae qui ont également une protéine VPG. Et si on fait un alignement de séquences entre un génome d'un picornavirus et le génome d'un petit virus, on voit qu'en fait, il y en a pas mal d'homologies de séquences dans l'ARN polymérase. La protéine CI chez les petits virus, c'est l'homologue de la protéine 2C chez les picornavirus. Et la VPG, c'est la même chose. Donc, on a l'impression qu'en fait, les petits viridae, c'est une sorte de... sont probablement dérivés des picornaviridae. C'est-à-dire que le picornavirus ancestral des petits viridae a dû perdre toute cette partie-là de son génome, qui normalement code pour les protéines de capside chez les picornavirus. Donc tout ça, il se barre. Et en fait, notre petit virus récupère une nouvelle protéine de capside qui est collée à l'extrémité 3' de génome. Donc on a probablement, donc les petits viridae font partie probablement de la superfamille Picorna-like. Ok, Gemini viridae, donc c'est notre dernier exemple spécifique. Donc les seuls virus à ADN que l'on retrouve chez les plantes sont les Gemini viridae, qui sont les petits virus à ADN simple brun circulaire, qui ont des capsides non enveloppées de symétrie icosèdrique, mais qui ont cette structure très particulière. Donc c'est comme si on a deux icosèdres collés l'un à l'autre. D'accord? Donc et c'est à cause de cette structure particulière de leur capside, le nom de la famille virale vient de ça. Donc ce sont des jumeaux, les particules virales en jumeaux. Alors, les génomes sont tous très petits. Si on regarde la taille ici, 2,7 kilobases, 3 kilobases, etc. Donc, chaque molécule d'ADN génomique est petit. Et on pense que la limitation
de la taille du génome est lié à la petite taille de la particule d'une part, et aussi aux limitations imposées par le transport de l'ADN simple brun à travers les plasmodesmes par la protéine de mouvement. Donc, on a essayé d'exprimer la protéine de mouvement dans les cellules des plantes avec des molécules d'ADN de différentes tailles. Et en fait, avec des tailles supérieures à 5 kilobases de longueur, l'ADN ne se transporte pas. Et l'optimum d'efficacité pour le transport intercellulaire via les plasmodesmes, c'est une molécule d'ADN simple brun entre 2,5 et 3 kilobases de longueur. Alors, chez les Geminiviridae, on identifie 4 genres nommés après un peu leur espèce type, le Mastrovirus, Kurtu, Topo et Begomovirus. Alors, 3 de ces genres sont monocaténaires, donc c'est-à-dire que tous les gènes du virus sont codés sur une seule molécule d'ADN simple brun. Et si on regarde bien, on a dans tous les cas protéine de capside, protéine de mouvement et la protéine REP qui est nécessaire pour la réplication de l'ADN viral. Donc on a ça chez les mastrovirus, capside, protéine de mouvement REP, capside, protéine de mouvement et REP, et chez les Kurtu et les topocovirus. Donc, on a également quelques protéines accessoires qui sont différentes selon le genre, mais ces 3 protéines-là, capside, REP et protéines de mouvement, sont présentes chez tous les Geminiviridae. Alors, les Begomovirus sont intéressants parce que cette fois-ci, leur génome est un petit peu distribué sur 2 molécules d'ADN simple brun. Donc, on a l'ADN A qui code pour la protéine de capside et la protéine REP, mais pas de protéine de mouvement. Et l'ADN B qui code pour BC1 qui est la protéine de mouvement et le NSP qui est la protéine qu'on appelle de Nuclear Shuttle Protein qui est responsable du transport de l'ADN viral entre le noyau et le cytoplasme de la cellule infectée. Donc on peut imaginer le cas, donc, et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que une particule d'un begomovirus va porter soit une copie de l'ADN A, soit une copie de l'ADN B. Ce n'est pas les 2 molécules dans la même particule, c'est une molécule d'ADN par particule. Donc pour effectuer un cycle de réplication complet, il faut qu'il y ait 2 particules virales qui rentrent dans la même cellule. Une qui porte une copie de l'ADN A et l'autre qui porte une copie de l'ADN B. Parce qu'on a besoin de l'ensemble de ces fonctions. Donc on peut se demander qu'est-ce qui va se passer si on a l'ADN A toute seule ou l'ADN B toute seule. Si on a l'ADN B tout seul, il ne peut pas se répliquer, il n'y a pas la protéine REP, donc l'ADN B tout seul ne fait rien. ADN A tout seul, il y a la protéine REP, donc l'ADN peut se répliquer dans le noyau. On a la protéine de capside, donc on peut former des particules virales, mais on n'a pas de protéine de mouvement, donc on ne peut pas avoir la dissémination du virus dans des cellules voisines. Alors, en termes de biologie moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Donc, apparemment, la décapsulation se fait à l'entrée du noyau. Donc, c'est l'ADN simple brun rentre dans le noyau. Apparemment, ce sont les mécanismes de réparation de l'ADN cellulaire qui vont synthétiser le deuxième brin d'ADN pour fabriquer... Oups. C'est le séminaire du labo qui commence. Qui produit le brin complémentaire. Donc, on a un génome en ADN circulaire double brin cette fois-ci. Et c'est donc
l'ADN double brun peut être reconnu comme par des facteurs de transcription de la cellule hôte. Donc on a la transcription des ARN viraux qui permet la production de protéines virales, dont la protéine REP. Et la protéine REP va se fixer sur l'origine de réplication de l'ADN viral et qui va recruter l'ADN polymérase et tous les cofacteurs cellulaires nécessaires pour la réplication de l'ADN. Et du coup, c'est l'ADN polymérase cellulaire qui va synthétiser une copie en ADN simple brun du génome viral. Et cette copie d'ADN en cours de synthèse va déplacer un brin de l'ADN circulaire du virus. Et cette copie déplacée reste associée à notre complexe REP. Donc à la fin d'un cycle de réplication, on a une molécule d'ADN double brun et une molécule d'ADN simple brun qui s'est fait déplacer, attachée par la protéine REP, et finalement les deux vont se séparer. Donc l'ADN double brun, bon, il peut être répliqué à son tour, et l'ADN simple brun, bon, bah, soit il va être exporté dans le cytoplasme pour être associé à la protéine mouvement et transmis à la cellule voisine, ou alors il peut être encapsidé dans la protéine de capside et former de nouvelles particules virales infectieuses. Alors, les Geminiviridae, c'est un exemple un peu intéressant parce que c'est un des rares cas où on a une idée de l'origine de cette famille des virus, car le mécanisme de réplication ici ressemble pas mal à ce que l'on voit chez certains plasmides, chez les bactéries. Et notamment, il y a une famille de bactéries qui infectent des plantes, qui s'appellent des phytoplasmes, qui vont infecter des cellules dans le tissu du phloème de la plante. Et des plasmides chez des phytoplasmes sont répliqués d'une façon semblable à la réplication de l'ADN des Geminiviridae. Et on a remarqué une homologie de séquence entre la protéine ou le gène REP chez les Geminiviridae et la protéine, le gène homologue qui est responsable de la réplication du plasmide chez les phytoplasmes. Et donc ça, ce sont les protéines, donc c'est un phylogramme représentant l'homologie de séquence entre les protéines REP de différents genres de Geminivirus et la protéine homologue chez les plasmides des phytoplasmes. Et donc on a une homologie de séquence qui suggère qu'en fait la protéine REP viendrait d'un plasmide de phytoplasme. Et du coup le génome des Geminiviridae viendrait en fait de ce plasmide chez les bactéries infectant les plantes. Donc ça, c'est OK. Donc ça, c'est la protéine REP et l'origine de réplication viendrait d'un plasmide. Mais d'où vient la capside alors? Curieusement, la protéine de capside chez les 4 genres de Geminivirus est homologue à une protéine de capside que l'on retrouve chez un ARN satellite. Et on pense donc que les Geminivirus, c'est un peu le rencontre fortuite entre ce type de plasmide chez les phytoplasmes infectant les plantes et une protéine de capside venant d'un virus satellite à ARN. Alors le problème pour le virus, c'est que les capsides icosaédriques formés par cet ARN satellite sont trop petits pour encapsider une molécule d'ADN de 2,6 kilobases de longueur. Et c'est pour ça qu'il faut coller deux ensemble pour avoir un espace à l'intérieur suffisamment grand pour encapsider le génome. Donc c'est plutôt des évidences indirectes,
mais on a au moins quelques idées sur les origines de cette famille de virus. Donc, cette idée que le gène REP viendrait de plasmide de phytoplasme reste encore controversée parce qu'il y a d'autres experts qui disent non, vous avez tout à l'envers. Il y a une homologie de séquence, mais ça veut dire qu'en fait, c'est le gène REP qui est à l'origine du plasmide chez les phytoplasmes et pas l'inverse. Donc ça, c'est pas encore résolu. OK. Petite question pour les Gemini-virus. Au revoir. Ok, ça c'est intéressant. Ok, on va regarder ça. Alors, quelles sont les réponses? Un, c'est pas vrai. Donc, la protéine REP, c'est pas un polymérase ADN, c'est la polymérase ADN cellulaire qui réplique l'ADN viral. Mais la protéine REP se fixe sur l'origine de réplication et attire l'ADN polymérase cellulaire sur le génome viral. C'est un peu comme l'antigène grand T chez les polyomavirus. Les Gemini-virus sont tous transmis par des vecteurs. Je n'avais pas dit ça, mais c'est vrai. Toujours un vecteur d'insectes pour les Gemini-virus. Donc 3, c'est vrai, mais je ne l'avais absolument pas dit. 4, c'est faux, c'est l'inverse. L'ADN A peut former une particule virale parce que l'ADN A, on a la capside, mais on n'a pas la protéine de mouvement. Donc c'est l'inverse pour ça. Et 2, ça c'est faux aussi. Et puis je pense que si tout le monde a choisi, c'est que je n'ai pas été clair pour ça. Donc on a notre cellule de plante, comme ça, 2 cellules, avec des plasmodesmes ici. Et on a notre noyau, port nucléaire, double membrane. Donc ce qui va se passer, c'est que nos copies d'ADN simple brun vont soit être encapsidées, donc on va avoir des formes encapsidées dans le noyau, en attendant qu'il y ait un vecteur insecte qui vient bouffer la plante et qui va capter ces particules virales, ou alors ils sont exportés et pris en charge par la protéine de mouvement qui permet de les transporter.
et ensuite, ils vont aller dans le noyau de la cellule voisine. OK? Donc en fait, 2, c'est faux. Donc la protéine de mouvement permet de transporter l'ADN simple brun du virus, pas la capside, pas la particule virale entière. Okay, donc les particules virales entières sont formées dans le noyau et puis ensuite sont responsables de la dissémination systémique via le vasculateur de la plante ou la transmission au vecteur. Ok. Alors, les bégomovirus sont un exemple d'un virus avec un génome multipartite. Et ça, c'est pas la même chose qu'un génome segmenté. Donc, on a vu pour le virus de la grippe, c'est un virus avec un génome segmenté où on a 8 segments génomiques, chaque segment codant à peu près pour un gène, mais chaque particule virale infectieuse incorpore une copie de chaque segment génomique. Donc, une particule virale contient le génome complet du virus. Donc ça, c'est pour un génome segmenté. Un génome multipartite, on a plusieurs molécules d'ADN ou d'ARN qui codent pour le génome complet, mais chaque segment génomique va être incorporé dans une particule virale différente. Donc, on aura cette fois-ci notre segment 1 dans une particule et notre segment 2 dans une autre particule, et ainsi de suite. Alors, cette organisation en génome multipartite est assez fréquente chez les virus des plantes. On a plusieurs familles de virus des plantes qui ont des génomes segmentés, soit des virus ARN brun plus, soit des virus ARN double brun, ou les bégomovirus chez les Geminiviridae. Et donc c'est pas si rare que ça chez les plantes, c'est relativement fréquent. Et le problème, c'est que pour installer un cycle de réplication efficace, il faut apporter le génome complet dans la cellule hôte. Donc comment on fait pour apporter un génome complet? Parce que j'ai la moitié de mon génome dans une particule et la moitié du génome dans l'autre particule. En fait, la seule solution, c'est que plusieurs particules doivent infecter la même cellule en même temps. Et ça, c'est possible, ou fréquemment le cas, chez les virus des plantes, parce qu'ils sont soit transmis de façon verticale, donc on a plusieurs particules virales qui sont transmises en même temps, ou alors ils sont transmis par des vecteurs. Donc un insecte suceur de sève qui va sur une plante infectée, il va inspirer un inoculum qui est très riche en particules virales, il va aller sur une autre plante et il va injecter localement plusieurs centaines, plusieurs milliers de particules virales infectieuses sur le même site de la plante, de prochaine plante infectée. Donc du coup, le mode de transmission des virus des plantes permet d'avoir plusieurs particules virales infectant la même cellule en même temps. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, les virus respiratoires. Pour le virus de la grippe, si je vais le transmettre à quelqu'un ici dans la salle, je vais faire « Atchoum !» Je vais générer une sorte de nuage de gouttelettes ou un aérosol, mais chaque gouttelette, chaque aérosol va avoir une ou deux particules virales infectieuses. Et donc, la personne qui va être infectée va avoir une particule virale infectieuse qui va infecter une cellule épithéliale. Donc, pour les virus des animaux, avec un mode de transmission par voie aérienne ou par voie fécale-orale, on a l'inoculum qui est dispersé dans la nature et du coup, la prochaine personne qui va être infectée va avoir une seule particule virale infectieuse. Chez les plantes, avec les vecteurs, on a un inoculum qui est très très fort. Donc, c'est ça qui permet aux virus avec des génomes multipartites à exister chez les plantes et pas chez les virus des animaux.
Et c'est aussi ça qui permet d'avoir plusieurs types de génomes un peu parasitaires chez les virus des plantes. Donc on a souvent chez les virus des plantes des virus défectueux qui sont associés. Donc cette fois-ci, si on a un inoculum que l'on observe chez une plante infectée, il sera composé en partie de virus compétents avec un génome complet et une partie avec une nuage de virus défectueux avec des délétions dans certaines parties du génome. Donc ça, on sent juste un petit peu les parasites des parasites. À côté de ça, on a des choses qui sont un peu plus intéressantes peut-être, qui sont les virus satellites et les imbravirus, qui sont des sortes de molécules ou virus sans capside ou qui sont associés à un virus auxiliaire. Et on a aussi des viroïdes. Donc les satellites et les imbravirus, les virus défectueux, sont tous dépendants d'un virus auxiliaire, tandis que les viroïdes sont capables de réplication autonome. Donc on va regarder, et en termes de taille du génome, les imbravirus sont les plus grands, les satellites un peu plus petits, 300 à 2000 nucléotides en ARN la plupart du temps, des fois en ADN simplement, et les viroïdes sont les plus petits. Alors, les imbravirus. Les imbravirus, c'est presque un virus complet. Tout ce qui lui manque, c'est une capside. Donc, sur le génome d'un imbravirus, on a 4 cadres ouverts de lecture. 1 et 2 codant pour l'ARN polymérase virale. Donc, le génome est capable de se répliquer de façon autonome via la polymérase ARN. Et 3 et 4 codent pour, d'une part, une protéine mouvement, c'est la protéine, le cadre ouvert de lecture 4, et d'autre part, protéine 3, une protéine de dissémination, qui est capable d'assurer une transmission de l'ARN viral à distance via la vasculature de la plante. Donc c'est un exemple, une exception, où on n'a pas de capside, mais l'infection peut être systémique chez la plante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un génome d'imbravirus arrive chez une plante infectée, c'est toute la plante qui peut être infectée. Mais les imbravirus ont besoin de leur virus auxiliaire uniquement pour la transmission d'une plante à l'autre. Parce que les imbravirus ne peuvent pas fabriquer une particule virale encapsidée. Donc, il ne peut pas survivre en dehors de la plante infectée. Donc, les plantes infectées par les imbravirus sont là en attente. Lorsqu'il y a une co-infection par une lutéovirus, la protéine de capside du virus auxiliaire sera un petit peu volée pour former des particules virales qui sont identiques à celles du virus auxiliaire, mais en fait qui contient à l'intérieur le génome de notre imbravirus. Donc des imbravirus presque totalement autonomes, mais il manque juste une protéine de capside pour la transmission d'une plante à l'autre. Alors les satellites sont un peu plus dépendants parce que de façon autonome, ils ne peuvent pas répliquer leur propre... des fois, ça dépend. On ne peut pas se répliquer en l'absence d'un virus auxiliaire. Donc on parle de virus satellite ou d'ARN ou d'ADN satellite. Lorsqu'il s'agit pour des virus satellites, la protéine qui est codée code pour une protéine de capside. Donc le TMV satellite, c'est le satellite au virus de nécrose du tabac ou de la tomate. C'est un peu, j'oublie un petit peu. Alors,
ce qui va se passer, c'est que l'ARN satellite, le TMV satellite, est dépendant de l'ARN polymérase de son virus auxiliaire pour répliquer l'ARN satellite, mais l'ARN satellite code pour la protéine de capside qui va encapsider spécifiquement son propre ARN. Donc, quelque part, c'est l'inverse de l'embrun virus. Il code pour la capside, mais il code pour rien d'autre, un virus satellite. Alors, une ARN satellite ne code pas pour une protéine de capside. Des fois, les ARN satellites peuvent coder pour une protéine. Donc, celui-ci code pour une protéine qui va cibler l'ARN polymérase du virus auxiliaire sur l'ARN génomique du satellite. Ou des fois, dans les ARN satellites, il n'y a absolument pas de gènes codés. Mais il y a quelque chose dans la structure de l'ARN satellite qui favorise la réplication du satellite. Et notre dernier exemple sont les viroïdes chez les plantes qui sont capables d'une réplication autonome en absence d'un virus auxiliaire, ne codent pas pour des protéines et qui sont composés d'une courte ARN simple brin, circulaire, mais avec de fortes régions, fort niveau de structure secondaire. Donc on a une molécule d'ARN simple brin circulaire qui va s'hybrider avec elle-même. Et donc on identifie deux familles de viroïdes, les Pospiviridae et les Ampsuviridae, avec des structures et des homologies de séquences très distinctes. Les Pospiviridae se répliquent dans le noyau et les Ampsuviridae se répliquent dans le chloroplaste. Et curieusement, ces viroïdes utilisent l'ARN polymérase 2 cellulaire pour leur réplication. Ça, c'est complètement bizarre parce que l'ARN polymérase 2, normalement, il utilise de l'ADN double brin comme matrice. Et ici, cette enzyme va utiliser un ARN circulaire comme matrice. Alors, pas de capside, c'est juste un ARN nu. Apparemment, ces ARN peuvent être transmis de cellule à cellule et à travers tous les tissus de la plante en associant avec des cellules, avec des protéines de la plante hôte. Et la dissémination de plante à plante, c'est principalement par dissémination verticale. Donc pas vraiment de vecteur parce que les molécules d'ARN sans capside sont trop sensibles et pas vraiment ne résistent pas aux conditions à l'extérieur d'un organisme infecté. Alors, les viroïdes ont été identifiés d'abord chez certaines infections chez la pomme de terre. Donc ça, ce sont les pommes de terre chez les plantes non infectées et les pommes de terre chez les plantes infectées par le Potato Spindle Tuber Virus, viroïde. Donc ce sont des symptômes, c'est la formation, les formes des tubers, des pommes de pommes de terre en forme de fuseau. Et ça, c'est ça le symptôme provoqué par l'infection par ce viroïde. Donc, on peut se demander, mais comment se fait-il que l'ARN d'un viroïde provoque des symptômes chez la plante? Et c'est plutôt les siRNA dérivés des viroïdes qui ont des cibles cellulaires qui peuvent provoquer des symptômes chez les plantes. L'autre question, c'est que comment se fait-il que ces molécules d'ARN double brin résistent aux protéines dicer ou dicer-like qu'on a chez les plantes? Et effectivement, les protéines DCL chez les plantes ont une capacité de reconnaître l'ADN des viroïdes et de les détruire.
Ok, donc on va terminer là pour les virus des plantes, avec 5 minutes d'avance. Alors, les trucs à retenir, pas de virus ADN double bond chez les plantes. On a des formes subvirales intéressantes que l'on observe que chez les virus des plantes et pas chez les virus des animaux. Les virus satellites et les viroïdes. Les épidémies ou l'apparition de nouveaux phytopathologies liées aux virus des plantes sont souvent liées à la transmission du vecteur d'un continent à l'autre. Les deux fonctions essentielles pour les virus des plantes qui sont spécifiques, c'est la dissémination de cellule à cellule associée à la protéine de mouvement, dissémination par le phloème, protéine de capside la plupart du temps, et virus multipartite, vraiment très spécifique au virus des plantes, et on a une différence entre les virus satellites et les viroïdes. Donc du coup, je vous propose de faire une petite pause d'une dizaine de minutes et on va reprendre à 9h25.